Alors, merci beaucoup pour ces interventions. On va donc reprendre avec quelques petites questions sur le Giant Ice Bag. Et je me permettrai de faire un petit parallèle avec certaines œuvres de Soto, puisqu'on a des questions qui se recoupent par rapport à celles de ce matin. On voulait savoir s'il y avait eu consultation de l'artiste pour la documentation et les préconisations d'intervention. Puisqu'on sait qu'au Centre Pompidou, il y a un pénétrable de Soto et que vous avez été sollicité pour le travail. Donc, effectivement, ça pourrait être intéressant d'avoir un retour pour ces deux œuvres, savoir si le même protocole avait pu être mis en place pour l'œuvre de Claes Oldenburg ou pour les œuvres de Soto. Et une deuxième partie à la question, si remplacement il y a, est-ce que vous conservez du matériel original, aussi bien des pénétrables que pour l'œuvre de Claes Oldenburg? Alors, je vais prendre la parole. Donc, oui, l'artiste et l'atelier de l'artiste. Alors, l'artiste est âgé, très âgé. Ont été contactés à plusieurs reprises par la conservation du musée. Et en fait, l'artiste nous lève un peu libre champ dans nos interventions, mais lui, en fait, c'est vraiment un modèle unique à la différence des pénétrables. On est sur une seule production. Il y a même eu d'autres Giant Ice Bag, mais qui sont beaucoup plus petits, donc avec d'autres techniques et d'autres effets. Pas une bâche PVC avec de la mousse en dessous, mais simplement un textile nylon. Et beaucoup moins de problèmes mécaniques, puisqu'un poids bien moins important à gérer, et des échelles beaucoup plus simples à gérer en termes de mouvement. Donc, finalement, ici, l'artiste, à part pour nous fournir quelques témoignages, n'est pas d'une très grande utilité. Maintenant, évidemment, il validera dans son studio les choix d'intervention quand ils seront définitifs, mais on sait déjà qu'on suit à peu près, on va dire, son désir en général. Dans notre cas, l'artiste est décédé en 2005. Donc, pour la suite, c'est nous, les ayants droit, qui avons assumé les décisions. Mais ce qui est très important, et ça me fait plaisir de pouvoir le dire ici, notre père a toujours voulu que les pièces, autant les pénétrables que les tableaux, les sculptures, gardent leur aspect original. C'est-à-dire qu'un blanc qui devient jaune, on le repeint en blanc. Alors, ça fait bondir plein de gens dans les musées, tant pis pour eux. C'était sa décision. Il l'a fait sur énormément de ses pièces qui ont été vendues, revendues, achetées, qui ont été restaurées 1, 2, 3 fois. C'était son concept artistique. Voilà. Je sais que ça gêne beaucoup de gens. Alors, bien sûr, pour les pénétrables, exactement la même chose. Il y a eu des pénétrables uniques. Et alors, dans la mesure du possible, on a gardé une mémoire des matériaux. À partir du moment où on s'est rendu compte que ça pouvait être important, c'est-à-dire depuis une trentaine d'années, pas plus, de la même façon qu'on a gardé une mémoire des types de peintures ou des matériaux en général dont il s'est servi, bois, métal, formica, enfin bon, en général. Voilà, et nous insistons à conserver son esprit, malgré de nombreuses réticences. Mais enfin, il y a quand même une certaine acceptation de plus en plus grande de l'idée qu'un effet optique qui a été créé doit le rester. De répondre à la question sur la conservation d'échantillons de matériaux, oui, évidemment. Déjà, on a plusieurs échantillons de plusieurs époques qui ont été demandés à la galerie par le musée, et il est même question de conserver, pour l'instant en tout cas, l'intégralité de la bâche, qui comporte tellement en fait d'étapes d'intervention en elle-même, qui a déjà tellement de strates d'histoire que ce serait difficile d'en garder qu'un bout, ou alors peut-être plusieurs bouts. Bon, voilà, on en est pour l'instant. Est-ce
si je comprends bien, vous n'avez pas encore forcément décidé de remplacer la bâche, parce qu'il y avait une question, justement, une proposition de faire un doublage interne pour soutenir le matériau. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être fait dans ce cas-là? On n'a peut-être pas suffisamment insisté sur le fait que cette bâche est extrêmement dégradée. C'est-à-dire qu'entre toute la partie mousse qui est complètement en poudre, donc en fait, l'effet même de mouvement est complètement perdu. Il parlait d'effet peau d'éléphant, enfin d'une certaine épaisseur, une certaine lourdeur, une façon de tomber, une façon de bouger qui n'existe pas aujourd'hui, même si c'est pas désagréable à regarder tel que c'est là, parce que c'est toujours très impressionnant. Il y a quelque chose de perdu. Après, il y a toutes les questions de qu'est-ce qu'on a perdu, qu'est-ce qu'on doit retrouver. Tout ça, c'est vraiment très complexe et ça demande beaucoup de temps et encore vraiment d'autres recherches complémentaires et d'autres analyses scientifiques aussi pour pouvoir conclure. Mais ce qui est sûr, c'est que oui, là, il faut la changer. On peut difficilement faire avec l'existant. Là, on est plutôt satisfait, c'est qu'il était envisagé, en tout cas jusqu'à il y a quelques années, de changer aussi complètement le système de mise en mouvement parce qu'il était considéré comme aussi trop dégradé et que finalement, là, dans ce cas-là, on se rend compte qu'on peut encore préserver encore un temps, en tout cas, l'existant. Donc, on garderait au moins une grande partie d'existant sur cette pièce, même en changeant la bâche, ce qui n'était pas le projet d'origine. On est déjà content de ça. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle pour les intervenants? Oui, j'ai une question pour Juliette plus particulièrement. Du coup, alors je ne sais pas si c'est parce qu'on a été trop brutal en vous disant qu'il fallait accélérer, mais et le tiret de B, du coup, c'est bien ou c'est pas bien en fonction des premières conclusions que vous avez? Enfin, c'est pas oui et non, hein. Oui ou non, la réponse, elle peut faire preuve de nuance. Oui, c'est ce que je voulais dire en conclusion, c'est qu'on a un peu deux aspects qui est le recul à 3 ans dans la réalité qui est plutôt positif. Donc on voit qu'on peut qu'il est toujours réversible et qu'il n'y a apparemment pas de dommages sur le PVC, mais on a ces résultats qui sont liés à un vieillissement artificiel avec des paramètres que nous avons choisis et on aimerait compléter. Avec Nathalie, on a déjà parlé de vraiment préciser la TG, donc la température de transition vitreuse de l'adhésif, peut-être faire de la TGA. Voilà, on a des idées pour affiner et savoir si les prédictions que notre vieillissement artificiel nous donne sont vérifiées ou s'il faut les relativiser. En tout cas, ce qu'on peut retenir d'aussi ce que Florence a dit, c'est que ce sont des collections sur lesquelles on réintervient et sur lesquelles il faut vraiment garder un œil et être un peu humble sur ce qu'on fait. Donc, l'emploi de la colle nitrile qui est quasiment irréversible ou en tout cas cause des dommages me paraît bien moins intéressant que les autres adhésifs qu'on explore et qu'on aimerait pouvoir utiliser le plus longtemps possible. Et en tout cas, à court terme, ça semble être des solutions plus satisfaisantes. J'ai une toute dernière remarque pour Florence. Vous pourriez nourrir vos rongeurs quand même. Vous n'en serez pas là. Ces bêtes sont complètement affamées et c'est pas bien triste. Merci.